Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, chers amis. Bonjour, chers frères. Bonjour, chers abonnés de notre chaîne, car c'est grâce à vous que nous nous donnons le courage et la peine de pouvoir faire des vidéos pour éclairer sur l'actualité économique, ce dont on parle peu dans notre continent, mais ceux qui gouvernent le monde. Je vous prie de mettre un like pour soutenir la vidéo, mais également partagez-la sur votre mur. Abonnez-vous sur notre chaîne pour faire grandir la communauté. Invitez vos amis et vos connaissances à s'abonner sur notre chaîne afin que la communauté puisse se grandir. Je fais cette vidéo qui s'intitule « Le Burkina Faso finance l'industrialisation à travers l'économie sociale ». Voilà, le Burkina Faso finance l'industrialisation à travers l'économie sociale. Vous vous doutez bien, je veux parler de la deuxième usine de transformation de tomates de Yako, qui a été inaugurée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Alors, d'abord, je voudrais répondre à certains de nos frères de Côte d'Ivoire que j'ai vus sur les réseaux sociaux. C'était sur une page, mais je ne dis pas que c'est des Ivoiriens, non, pas du tout. D'abord, ce sont des profils, et puis en plus, ces profils, bon, s'ils sont 400, la Côte d'Ivoire compte 40 millions de personnes, on ne peut pas dire que ce sont les Ivoiriens. Mais je voulais dire quand même à nos frères, leur répondre parce qu'ils disaient, ouais, ben, le Burkina Faso pense qu'il va se développer avec la tomate, c'est ridicule, deux usines de tomates, c'est quoi, alors que nous, on a ci, on a ça. Faites attention. Je vous recommande, si vous le pouvez, de fouiller sur Harvard Business Review. Harvard Business Review. Harvard Business Review, si on veut dire en anglais. Harvard Business Review. Donc, vous tapez sur Google et vous cherchez un article qui s'intitule The Tomato War. The Tomato War. Donc, la guerre de la tomate entre les États-Unis, le Mexique, l'Italie et la Chine. Donc, en lisant cet article, vous allez comprendre que les statistiques 2018 de market share de la tomate dans le monde étaient à 657 milliards de dollars. 657 milliards de dollars. On dirait presque le transport aérien. Parce que quand on dit la tomate, les gens pensent que c'est le gros fruit là. Il y a tout type de tomates. Il y a les tomates vertes, il y a les tomates jaunes, il y a les tomates petits, il y a les tomates au Roma, il y a les tomates apéritifs, il y a tout type de tomates sur le monde. Il y a des tomates qu'on vend simplement cultivées petites, donc c'est pour ça que je ne veux pas tout déballer là et que je disais qu'on a vraiment des projets sérieux sur le Burkina Faso, sur le Mali et surtout le Niger, parce qu'ils ont un avantage comparatif qui est le climat, la disponibilité de la terre et la jeunesse de la population pour pouvoir travailler la terre. Donc, il y a des canevas pour soutenir les exportations. Donc, c'est important. Donc, le Burkina Faso a inauguré une deuxième unité de tomates. Donc, sur un plan purement stratégique, au plan macroéconomique, si on peut dire, c'est un avantage parce que vous rappelez-vous que une étude, donc c'est l'agent Ecofin qui avait publié cette étude-là, classait le Burkina Faso quatrième pays africain importateur de tomates concentrées. Quatrième pays africain. Donc, dans le diet, dans l'alimentation des Burkinabés, Maliens, Sénégalais, Guinéens, ils utilisent beaucoup la tomate concentrée pour cuisiner. Donc, et celle qui vient d'un certain pays d'Asie n'est pas forcément de bonne qualité. Donc, la décision du gouvernement burkinabé de commencer à produire la tomate concentrée sur son territoire est une bonne chose. Parce que d'abord, ça va diminuer les produits importés. Hein? Ça va, si vous voulez équilibrer votre balance commerciale et de paiement, vous diminuez. Donc, vous commencez à diminuer au moins les produits alimentaires. C'est ce que vous pouvez fabriquer rapidement chez vous. Et les produits agroalimentaires, comme on dit dans le jargon, quand vous importez un produit fini, vous n'importez pas seulement le produit fini. Vous importez le travail qui est fait à l'étranger. Vous importez les impôts et taxes qui sont faits à l'étranger. Vous importez la logistique, etc., etc. Donc, à partir du moment où le Burkina Faso, qui est un pays enclavé en plus, commence à produire sur place la tomate, la tomate concentrée sur place au Burkina Faso, c'est une bonne chose.
parce que du coup, il réduit les importations. Donc, quand je prends je fais une estimation, hein, les deux usines ont coûté chacune 6 milliards. Le coefficient de capital pour ce genre d'usine, on fait une projection à peu près d'une capacité de 25 milliards. Donc, les deux usines peuvent produire pour 50 milliards. Or, on s'aperçoit que le Burkina Faso importait par exemple, pour près de 40 milliards de tomates. Donc, s'il peut produire déjà sur place, avec les deux usines, il peut couvrir la totalité de la demande nationale. Ça fait 50 milliards de francs en devises dues qui est désormais sauvegardée au Burkina Faso. Vous imaginez sur une décennie, cette devise-là, c'est à peu près 600 milliards de francs et ça peut permettre d'importer d'autres machines pour transformer le coton, pour transformer les peaux de cuir et pour mécaniser, par exemple, l'extraction de l'or et le raffinage de l'or. Ça peut. Et les devises, ça peut construire des routes, ça peut financer la construction des routes au lieu d'aller chercher l'argent à la Banque mondiale. Donc, c'est une décision salutaire, d'abord, de construire les deux usines. D'abord parce que le market share de la tomate, il est large dans le monde. Le Burkina n'a même pas encore fait 1% de ce qu'il faut faire pour le business de la tomate. Je dis encore que je recommande l'article The Tomato War. C'est un article publié dans Harvard Business Review en 2016, je crois, et un case study d'ailleurs. Donc, quand vous lisez le case study, vous allez comprendre beaucoup de choses. Entre les Heinz, vous allez comprendre pourquoi le gouvernement américain a appuyé les Warren Buffett pour qu'ils mettent la main sur certains grands fleurons de l'industrie de la tomate, comme Heinz, et investissent près de 20 milliards de dollars là-dedans. C'est une grande guerre. Donc, à partir du moment où le Burkina décide de produire la tomate sur place, c'est déjà une bonne chose. Couvrir sa demande nationale, je répète encore, économiser les devises, équilibrer sa balance de paiement, sa balance commerciale, mais en plus, relocaliser localement au Burkina Faso les emplois, les impôts et taxes dus. Ça veut dire que la jeunesse burkinabé qui est sur les motos va devoir maintenant, par exemple, profiter d'une parcelle de terre, 10 hectares, et sur ces 10 hectares, ils peuvent désormais produire la tomate et livrer aux usines. D'ailleurs, vous avez vu, lorsque le capitaine Ibrahim Traoré, que ce soit à Bobo Dioulasso ou à Yako, est venu inaugurer l'usine de tomates, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu auprès des têtes couronnées, les notabilités traditionnelles, les élites, parce qu'il a besoin de passer un accord avec eux pour qu'ils puissent produire, pour que les usines puissent être approvisionnées, parce que c'est des usines qui ont une capacité de 100 tonnes par jour. 100 tonnes, c'est beaucoup. Donc, 100 tonnes par jour, il faut qu'elles tournent. Donc, c'est ça. Deuxième chose, le Burkina Faso fait ce que nous voulons voir sur le continent africain. Les êtres humains doivent être des producteurs. Quand on parle d'Afrique, on dit oui, un pays de 2 milliards de consommateurs. Non. On veut voir on parle de 2 milliards de producteurs. Chacun doit avoir un outil pour produire. Ou chacun doit travailler dans une unité, être dans une unité de production. C'est ce que nous voulons voir. Donc, la tendance est de remettre les gens au travail. Ça, c'est important. Hein, je voulais souligner ça. Et autre chose, vous vous rappelez la première usine, elle avait été faite avec l'actionnariat populaire. Actionnariat populaire, moi, je vais envoyer l'argent, je vais faire un virement dans le compte de l'agence de ce qu'ils appellent l'APEC, hein, l'agence pour l'entrepreneuriat communautaire. Donc, je vais faire l'usine, je vais faire un transfert là-dedans. Donc, c'est important, nous devons soutenir l'APEC. J'aurais souhaité que le directeur de l'APEC vienne sur notre chaîne ici pour parler, parce que beaucoup de diasporiens ont confiance en nous. Et en s'adressant ici, par ce canal-là, et en déclinant bien son modèle économique, les gens peuvent, à travers cela, d'acheter des participations pour qu'ils puissent continuer des investissements dans des secteurs comme ça. On sait que investir dans 2 usines de tomates, et c'est petit, hein. Vous allez à Pasta di Pomodoro en Italie, là, les usines de tomates, là, il y en a au moins 300. Alors, qu'est-ce qui vous dit que le Burkina Faso ne peut pas avoir au moins une dizaine? Donc, il y en a encore au moins 8 à construire sur le Burkina et à rentrer la population urbaine dans zones rurales pour produire et avoir acheté à un prix qui est raisonnable et approvisionner les usines et les usines transformées pour commencer à irriguer au moins l'UMOA et l'AES. Ça, c'est important. Donc, ça, c'est très important. Donc, l'APEC, c'était un mode de financement de l'industrie par la voie communautaire. Je pense que les Burkinabés ont repris, comme je dis souvent, les idées ne meurent jamais.
ont repris les idées de Thomas Sankara, qui étaient des idées neuves. Je le sais parce que quand j'entends les dirigeants français s'exprimer sur les télévisions, j'ai été très déçu. Par exemple, Guy Laberty, quand on lui pose des questions sur Thomas Sankara, à aucun moment il n'a dit quelque chose de positif. Donc ça veut dire que Sankara, c'était quelqu'un qui était très intelligent, c'était un génie, certainement quelqu'un qui avait beaucoup lu ou qui était bien entouré, conseillé. Et donc quand j'ai entendu Guy Laberty dire, bah oui, ben Sankara avait copié le communisme chinois et il y avait même des unités du parti communisme chinois dans l'armée burkinabé. Donc c'est avec le communisme chinois là, ce qu'il appelle le communisme chinois, que Henry Kissinger appelle l'économie sociale de marché. C'est avec ce communisme-là que le chinois, là, que la Chine s'est développée aujourd'hui et a dépassé la France et rachète tous les actifs possibles qu'il y a en France et rachète les dettes de la France, donc met la France sous tutelle. Donc, en reprenant ce modèle économique-là, d'abord de financement de l'économie, par la voie communautaire, je m'appesantis là-dessus, avant de parler de l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites... on a fait un brainwash aux élites africaines. C'est pas compliqué. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'ensemble de l'économie dans le monde, la monnaie, les flux financiers en circulation dans le monde, sont détenus par des gros intérêts privés, des grands industriels, des grandes chaînes de distribution, des grandes entreprises de BTP, etc., etc. Je recommande encore un article de Joseph Stiglitz, qui est un économiste prix Nobel américain, qui a écrit un article de The Trump Economics. The Trump Economics. Donc, il avait écrit l'article en 2016 où les statistiques disaient que les réserves, qu'on appelle en anglais return earning, dont les fonds propres des grandes entreprises américaines, c'était 45 trillions de dollars. 45 trillions de dollars. Et ces fonds propres des grandes entreprises américaines, aujourd'hui, là, au moment où je parle, c'est 75 trillions de dollars. Donc, c'est 3 fois le produit intérieur brut des États-Unis. Donc, il y a plus d'argent qui dort que de richesses créées. 3 fois plus d'argent qui dort. Donc, ces grands intérêts si je peux me répéter, doivent placer cet argent quelque part où ils doivent produire. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est eux qui prêtent à la Banque mondiale, c'est eux qui prêtent au FMI. Malheureusement, dans les États africains, l'élite, surtout par exemple l'élite de l'Afrique centrale, les Paul Biya, etc., ont pensé qu'il faut inventer une économie qui est faite de aller à l'étranger, chercher l'argent, le financement. Ils appellent ça en fait mendier l'argent pour venir faire quelques routes, parce que ça permet de détourner comme c'est en devise. Et le train ou le cap ou la stratégie qu'ont pris les Burkinabés, je trouve qu'elle est la meilleure. Je parle en tant qu'économiste. Hein? Je parle en tant qu'économiste. Voilà. Donc, la stratégie que les Burkinabés ont pris est la meilleure. En quoi consiste cette stratégie? Elle consiste à mobiliser l'épargne nationale. Parce que dans un pays, vous avez l'argent thésaurisé. Ça veut dire que les gens gardent au plafond, au grenier, dans les, etc., qui ne déposent pas à la banque. Parce que les banques sont en surliquidité et ne font pas de crédit. Vous avez l'argent qui dort dans l'épargne, qui n'est pas mobilisé, qui ne travaille pas, qui dort. Bon. L'un des meilleurs moyens de mettre l'épargne au travail, c'est pas de l'emprunter pour construire des routes et permettre aux fonctionnaires de détourner l'argent. Parce que le retour sur investissement n'est pas garanti. En revanche, en mobilisant l'épargne pour produire, créer la valeur ajoutée, créer des débouchés pour le monde rural, pour que l'agriculture, la culture des céréales, la culture des légumes, la culture des fruits, etc., l'élevage, la production de poissons, aient des débouchés stables. Parce qu'un industriel qui dit j'ai une capacité de 100 tonnes de transformation de tomates par jour, si l'usine est ouverte 300 jours, ça fait 30 000 tonnes. Autrement dit, il a la capacité, on peut déjà faire, comme on dit en anglais, forecast, prévision, de savoir que si nous produisons 50 000 tonnes de tomates ou 100 000 tonnes de tomates, nous avons déjà 60 000 tonnes que nous allons vendre à 2 usines pour les approvisionner. Le reste, c'est la tomate fraîche que nous pouvons écouler sur le marché pour que les consommateurs puissent les manger. Donc, voilà. Et encore que je dis, le Burkina n'est qu'à la tomate concentrée.
Parce qu'il y a la tomate pelée au jus, il y a la tomate en carré, il y a les jus de tomate, il y a les compotes de tomates, il y a tout. Bon, quand vous entrez dans un supermarché ici, vous voyez de tout, hein. Ou vous allez sur Amazon, tapez tomato, vous allez voir tout ce qui sort là. Il y a plein. Quand vous entrez dans le supermarché Amazon comme Whole Foods, vous savez même pas où mettre de la tête, quoi. Donc, c'est important. Donc, la mobilisation de l'épargne nationale au Burkina Faso, c'est la clé. Mobiliser l'épargne, c'est là où les dirigeants africains ont toujours péché. Parce qu'on leur a dit, vous êtes des élites, donc ça baisse pas au niveau des petits peuples. Prenez quelqu'un comme Paul Biya. Saluer un Camerounais, mais on va laver sa main avec l'acide. Parce que pour lui, le Camerounais, là, c'est les excréments. Hein? Eux, c'est les élites. Et c'est un discours avec lequel on les a trompés. Oh, bon, vous savez boire le champagne, vous savez tenir les flûtes, vous savez tenir les cuillères, vous savez manger dormir dans les 5 étoiles, vous êtes les élites. Donc, il y a eu une coupure entre ces élites et la base. Or, qu'est-ce qu'on voit au Burkina Faso? Et moi, ce modèle me plaît. C'est qu'il n'y a pas de coupure entre le leadership et la population. Il n'y a pas de coupure entre le leadership et la base. Le leadership ne s'est pas fait isoler, qui est le danger des dirigeants politiques. Donc, ils ont mis en place des modèles qui permettent de mobiliser l'épargne nationale. Si le Burkina parvient à mobiliser 100 milliards de francs avec la PEC dans une année, parce qu'il y a l'argent, que les gens ont une relation de confiance avec la PEC, et que le gouvernement burkinabé met 50 milliards, si c'est pour construire des usines de 5 milliards, vous-même vous voyez que 5 milliards, ça fait 30 usines par an. Vous savez, si vous construisez 30 usines par an dans un pays et qui commence à créer la richesse en s'appuyant sur les facteurs locaux, mais dans une décennie, vous allez voir ce que ça va donner. Vous comprenez? Ça va aller très vite. Donc, ça, c'est la première chose. L'actionnariat populaire qui permet de remettre dans le circuit économique légal les fonds thésaurisés, qui permet également de remettre dans le circuit légal, c'est-à-dire la production. Hein, c'est comme ça qu'on lutte contre l'informel. Et non pas comme on fait le gouvernement camerounais en envoyant les militaires aller rafler les pauvres commerçants qui viennent se débrouiller en bordure de route pour leur dire qu'ils doivent payer un impôt forfaitaire de 36 000 francs par an parce qu'il n'y a plus assez d'argent pour boire le champagne au palais présidentiel, dans les ministères, etc., etc. C'est pas comme ça qu'on combat l'informel. On combat pas l'informel. On ramène dans le secteur formel ce que le Burkina Faso fait là. On mobilise l'épargne populaire et on la met au service de la production. Quand on la met, l'argent rentre dans le circuit formel. L'argent rentre dans le circuit de production. Et quand l'argent rentre dans le circuit de production, la production est destinée à la consommation et l'État peut donc prélever la juste part en termes d'impôts et taxes pour pouvoir faire financer le fonctionnement de l'économie. C'est de ça. Donc là-dessus, le Burkina a vraiment fait un pas honorable. Donc, on voit aujourd'hui comment les capitaux rentrent dans le circuit formel et ça commence à développer la production industrielle, agro-industrielle. Donc, parce que cette production industrielle crée la débouchée pour l'agriculture. Ça, c'est important. La deuxième et dernière chose dont je voulais parler, c'est l'économie sociale et solidaire. Voilà, l'économie sociale et solidaire. Chers frères africains, que vous soyez ivoiriens, que vous soyez camerounais, que vous soyez maliens, que vous soyez nigériens, que vous soyez sénégalais, que vous soyez togolais, que vous soyez béninois, que vous soyez camerounais, que vous soyez centrafricain, que vous soyez gabonais, que vous soyez tchadien, que vous soyez de la RDC, Congo-Brazzaville, que vous soyez de la Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, que vous soyez angolais, que vous soyez rwandais, que vous soyez algérien, marocain, je vous dis une chose. J'ai passé des heures et des heures et des heures. J'allais au labo ici. Je sortais à 5 heures pour être là-bas à 6h30. Et je bossais à consulter les données jusqu'à 22 heures pour rentrer ici à minuit. Comprenez bien une chose. L'Amérique, où je vis, première puissance économique du monde, l'Amérique s'est bâtie sur l'économie sociale et solidaire. L'Amérique, la première puissance mondiale, elle s'est bâtie sur l'économie sociale et solidaire. C'est pas moi qui le dis. C'est le président de l'Amérique qui est encore en fonction, Joe Biden, qui le dit. Quand Joe Biden dit Union did not build, Wall Street did not build America.
Wall Street did not build America. Union built America. And Union built the middle class in America. C'est le président qui parle. Parce que quand il est président, il a accès à toutes les informations. Il commence comme avait dit Barack Obama, je démarre ma journée à 6 heures avec 2 heures de réunion de National Security Team. Donc, tous les agences là, NSA, CIA, etc., etc., etc. 6 heures à 8 heures. Joe Biden dit, Wall Street did not build America. Union built America. Quand il parle de Union, là, il parle de quoi? Il parle de l'économie sociale et solidaire. On parle de Union en Amérique. Donc, tout ce qui est coopérative, mutuelle, scope, etc., 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 etc. C'est là encore, c'est parce que on est brainwash par les grands médias, là, qui nous bombardent. Nous finissons à croire que pour qu'un pays se développe, il faut on dit les capitaines d'industrie. Mais oui, montrez-moi. Je connais la France, j'y ai grandi. Qu'est-ce que ces capitaines d'industrie ont fait en France? Ce que Mélenchon leur dit, c'est la vérité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? 1, 2, 3, 4 entreprises. Ils ont acheté les médias pour faire beaucoup de bruit. Mais quand vous parcourez la France où nous avons grandi, vous allez à Sablé-sur-Sarthe, la Sablésienne de biscuits, LDC, Cooperlé, et toutes ces histoires, toutes ces usines-là, Leclerc, le groupe Leclerc, toutes ces usines-là, ce sont des unités de production coopératives. Quand vous voyez Super U en France, Super U, le système U, hein, Super U, marché U, etc., etc. Quand vous voyez Leclerc en France, les supermarchés Leclerc, etc. Quand vous voyez Intermarché, tout ça, ce sont des coopératives de distribution. Coopératives de distribution. Ça veut dire que on mobilise l'argent des gens. Quand vous voyez des grandes banques, le crédit agricole, les banques populaires, le crédit associatif, le crédit mutuel, les caisses d'épargne, tout ça, c'est l'économie coopérative. Les chefs d'État africains vont souvent en France, mais ils ne vont jamais à la maison de la mutualité. Moi, quand j'étais en France, j'allais au moins une fois par an à la maison de la mutualité. Je m'asseyais. À Paris, je lisais beaucoup. Je regardais, je consultais beaucoup, je posais les questions, je me tissais des relations avec les gens que j'ai gardées jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai même fait un diplôme universitaire, comme on appelle aux États-Unis certificate, un diplôme universitaire d'économie sociale et solidaire, pour comprendre. Parce qu'étant militant socialiste, on disait, oui, mais la mutualité, c'est quoi? La mutualité. L'économie sociale et solidaire. Ce qui se passe, c'est que l'économie, quand vous parcourez l'Amérique ici, là, le capital, ce qu'on appelle le grand capital, là, ça ne compte que pour 30%. C'est que les milliardaires, ce qu'on appelle billionnaires, là, ils ne créent que 30% de la richesse. 70% du reste de la richesse dans le pays, là, c'est entre les mains de l'économie sociale et solidaire. J'enseigne. Quand j'enseigne, j'ai décidé de garder cet argent pour fonds pour les générations futures. Cet argent investi dans quoi? Dans un fonds qu'on appelle Ethical Fund, Catholic Life. C'est un mutuel, c'est une mutuelle. Vous mettez un autre dans Northern Western Mutual. C'est une mutuelle, comme son nom l'indique. C'est une mutuelle. C'est l'économie sociale et solidaire. Vous achetez une part, et puis l'entreprise grandit, l'entreprise fait des bénéfices. Même quand vous avez placé, à la fin d'année, on vous envoie un papier. C'est dommage, je l'ai devant moi là. On vous envoie un document, on vous dit, bon voilà, vous remplissez. Je l'ai un peu. Vous remplissez et vous dites ce que vous voulez qu'on fasse de vos parts. Est-ce qu'on ajoute vos parts pour que vos assets under management grandissent? Ou bien est-ce qu'on vous envoie un chèque pour que vous cachez le chèque? J'ai un autre chèque là devant moi. C'est dommage. Donc, je vais le cacher et je vais le redéposer. Je vais le retourner en disant, OK, encaisser le chèque et déposer dans le fonds. L'économie sociale et solidaire, on est à un niveau très avancé ici. Il faudrait peut-être une bonne dizaine de directs pour pouvoir vous expliquer l'économie sociale et solidaire. C'est une idée que Sankara avait prise et c'est l'idée que Sankara avait mis en place. C'est ça qui lui avait permis d'atteindre en 4 ans l'autosuffisance alimentaire. Je pense que ses adversaires qui l'ont éliminé moins sur les propos qu'il tenait, mais ils l'ont éliminé plus sur le fait qu'il voyait, qu'il avait bien compris qu'avec l'économie sociale et solidaire, il fallait qu'il développe son pays. Et eux-mêmes ont développé leur pays avec l'économie sociale et solidaire. Je ne veux pas m'étendre sur l'Amérique parce que ce serait vaste. Vous retrouvez l'économie sociale et solidaire dans tout. Dans la distribution du carburant,
dans les chaînes de détail, dans la finance, hein, dans la banque, si on peut dire, la banque coopérative, dans les hôtels, dans les chaînes de distribution, de restauration, de tout ce que vous voulez. Parce que vous avez peut-être McDonald's que vous connaissez, qui a un business model capitaliste, mais vous avez à côté de McDonald's des chaînes comme Dunkin' Donuts qui ont un statut coopératif. Donc, il y a énormément. Donc, l'avantage du statut coopératif, ça permet de réinjecter dans le circuit économique immédiat de la production ou de la distribution l'épargne qui dort dans les ménages et de partager de façon équitable les fruits de la croissance économique. Hein. Ça veut dire que généralement, vous êtes des agriculteurs comme l'usine que j'ai vue, qui est une usine coopérative. Hein. Peut-être ce sont des producteurs dans une zone qui font de la tomate et qui sont capables de mettre sur la table 2 milliards. 2 milliards, ça veut dire que s'ils sont 1000 producteurs ou 2000 producteurs, si chacun dépose 200 000 francs, 500 000 francs, ça fait 2 milliards. Et l'État les accompagne hein, avec une prise de participation d'1 milliard et 2 milliards de garantie des prêts. Le financement est bouclé. Et une fois que le financement est bouclé, la microfinance peut, dès lors, l'industrie coopérative peut sortir de terre. Et vous avez vu, c'est le cas. Ça permet donc communautaire, ce n'est pas tribal. Comme j'ai entendu un pseudo-politicien camerounais, Cabral Libidi. Ce n'est pas tribal, ce n'est pas ethnique. On lui pose une question, il dit non, mon village, on nous les bassa. C'est pas ça. Communauté, c'est un ensemble de personnes qui partagent un objectif. Si votre objectif, c'est de produire la tomate, quel que soit l'endroit où vous venez, à partir du moment où ils produisent la tomate, ils approvisionnent une usine. L'usine travaille, l'usine donne du travail à leurs emplois, l'usine constitue une débouchée pour eux, l'usine paye des impôts à l'État, lesquels impôts l'État va utiliser au niveau central, mais va aussi utiliser au niveau local, pour l'eau, pour l'éducation, pour les dispensaires, etc., etc. Et l'apparition d'une classe moyenne, c'est pour ça que Biden dit « middle class in America was built by union ». Ça veut dire que c'est et les syndicats, et les coopératives, et etc., etc., qui ont développé une économie, hein, formé des gens, créé des caisses de retraite, etc., etc. Donc, quand vous allez dans un... Je ne veux pas trahir un secret professionnel, mais quand vous êtes dans un fonds de capital market, vous voyez très bien comment ça se passe. C'est que parfois vous allez, on dit, bon, voilà, on va voir une grande usine coopérative, par exemple, qui fabrique du matériel électrique, mais qui a un statut qui est une coopérative. Qui fabrique du matériel électrique, c'est elle qui après a mis des fonds pour former les enfants des gens qui travaillent là, pour qu'ils deviennent tous des ingénieurs, des techniciens de chauffage, comme on dit, heat and cooler, de travaux de génie électrique, etc., etc., etc. Donc, quand vous arrivez là, vous allez négocier avec le fonds. On vous dit, bon, voilà, vous avez, si vous trouvez un accord avec nous, vous avez 115 000 travailleurs qui vont vous donner leur pension retraite pour aller les investir sur les marchés. Donc, c'est comme ça. Donc, vous comprenez le poids de l'énergie. Je pense que c'est important. Le financement de l'économie, la création, vous avez vu le statut de l'usine de Yako. C'est une scope. C'est une scope. Ce n'est pas une SA, c'est une scope. Moi, j'ai grandi en France. Je peux pas vous citer le nombre de scopes qu'il y a dans le sud de la France, au centre de la France, à l'est de la France, surtout en Bretagne, là, de transformation de la viande de porc, de transformation des fruits et légumes, de conserve, de construction d'hôtels. Ce sont des scopes. Une scope. Et c'est bien quand le Burkina commence à reprendre ce statut-là. C'est ce que nos frères ivoiriens, malheureusement, n'ont pas vu. Ils se sont jetés dans la toile sur les débats sans tête ni queue. C'est une scope. Et avec ça, ça devient une arme de reconquête massive de la souveraineté. Et je pense que ça devrait être expérimenté dans les pays comme le Niger, très rapidement. De toute façon, le Niger, pour copier, il a juste besoin de demander tout au Burkina Faso, parce que le Burkina en avance, parce que c'est un modèle que Sankara avait apporté. On a beaucoup lu sur Sankara. C'est un modèle que Sankara avait amené de Chine et qu'il avait expérimenté chez lui et qui marchait bien. Le Mali doit également expérimenter ça. L'économie sociale et solidaire. Avec l'économie sociale et solidaire, vous amenez les gens dans les communautés à se prendre en charge rapidement. C'est ce qui s'est passé en Amérique. C'est ce qui se passe d'ailleurs en Amérique. Les gens se prennent en charge rapidement. Et quand les gens se prennent en charge rapidement, ils financent par eux-mêmes, avec un peu d'accompagnement, l'État, dans eux-mêmes, dans les villages, ils peuvent construire des usines. Construire les usines, aujourd'hui, c'est devenu très facile parce que tout le monde fabrique les machines.
C'est un peu comme avant où nos parents quittaient pour aller en France, pour aller à l'ambassade de France, voir le chargé d'affaires qui les recommandait. Ça prenait 4 ans pour savoir quel est le choix des machines. Aujourd'hui, vous vous connectez sur Internet, en quelques minutes, vous connaissez où vous voulez acheter les machines, à qui, puisque tout le monde fabrique. Les Européens fabriquent, les Asiatiques fabriquent, les Américains fabriquent, les Latino-Américains fabriquent, les Africains même fabriquent dans les machines pour pouvoir mettre en place les unités industrielles. Et donc, à partir du moment où tout le monde fabrique, c'est la course, c'est la compétition. Chacun se bat pour pouvoir vendre. Donc, c'est l'acheteur qui est en position de force. Ce n'est plus ce que c'était il y a 30 ans. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré ayant mis en place une SCOP, donc une coopérative de production. Hein, la SCOP, c'est une coopérative de production. Donc, ça veut dire que les populations locales ont mutualisé leur épargne, ont mutualisé l'argent qui dormait au plafond, thésaurisé. Avec l'appui de l'État, elles ont mis en place une usine. Et cette usine-là est destinée à produire pour approvisionner les marchés, pour approvisionner les détaillants, les supermarchés, les boutiquiers, etc., en tomates concentrées. Vous voyez donc comment on part de la mobilisation de l'épargne nationale, la création d'une unité industrielle dans une communauté, la satisfaction de des besoins en produits au plan local, l'élimination de l'importation, l'économie des devises, etc., etc., etc. Voilà. J'ai vu que le président Touadéra s'est rendu au Burkina Faso à l'université Kizerbo pour la soutenance des thèses. Moi, j'aurais aimé voir, par exemple, une thèse là-dessus. Que les gens nous expliquent comment, quand on lance une scope, comment est-ce que ça va permettre au pays de gagner en autonomie, de gagner en autonomie, de gagner en souveraineté, en partant de zéro. Ça veut dire que des paysans qui étaient pratiquement au chômage, maintenant qui vont être des producteurs, des transformateurs, des contribuables, etc., etc. Et je rappelle que ce que le capitaine Ibrahim Traoré, qui est militaire, a fait, c'est ce que ne parviennent pas à comprendre les dirigeants camerounais qui sont tous des docteurs. Ça veut dire que on ne combat pas, ce n'est pas en allant rafler les commerçants pour leur imposer un ticket que vous dites on va ramener l'informel dans le formel, non. C'est en appuyant les initiatives communautaires pour que les gens créent. Vous ne pouvez pas opérer une usine dans l'informel. Voilà. Mais vous pouvez bien être cordonnier dans l'informel. Comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. J'espère ne pas avoir été très long, ne pas avoir été très dur. Si vous avez des commentaires, laissez-les en bas dans le chat, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, sur mon compte YouTube, Élisée Yonta. Invitez vos amis à s'abonner sur notre compte YouTube. Abonnez-vous également si vous ne l'êtes pas encore. Partagez sur votre page, dans vos groupes. Mettez un like afin que la vidéo puisse être vue par le maximum de personnes possible. Je remercie tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Je vous prie de rester scotché sur notre chaîne car c'est la chaîne du savoir. Bye.